Merci, monsieur le greffier. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Vous étiez membre du RDR depuis combien d'années? Oui, j'ai été membre du RDR pendant longtemps, pendant à peu près 10 ans. Ceci n'est pas ma première carte de membre du RDR. Est-ce votre dernière? Oui, c'est exact. J'ai été blessé pendant que j'avais cette carte de membre du RDR. C'est la dernière. Quelles, quelles étaient vos activités politiques au moment, dans les mois ou les semaines menant au premier tour des élections de 2010? Je ne militais pas en tant que tel, j'étais chauffeur, je travaillais pour nourrir ma famille. Et d'aller de l'avant. Et quand je n'allais pas en voyage, on s'asseyait, on organisait des réunions. Et quand j'allais en voyage, je ne participais pas aux réunions. Mais quand j'étais là, je participais aux réunions, tel était mon rôle. Ensuite, lorsqu'il s'asseyait avec nous, quand je revenais de voyage, eh bien, je payais les chaises, les frais de location des chaises. Eh bien, mes dépenses au sein du parti se limitaient à cela, mais je n'étais pas un militant particulier. Monsieur, Mr. President, we'd like to submit. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous aimerions verser une pièce au dossier, les VD numéro 1, la carte d'affiliation, comme document confidentiel. Yes, it's submitted. Le juge président. Très bien. Monsieur MacDonald, pour des questions de gestion, je voudrais savoir quelle est la cote que l'on va donner à ces documents, ERN ou EVD, puis on verrait. Donc ERN pour le moment en attendant une décision, c'est ça? Le juge président, en effet. Monsieur MacDonald, bien, on est d'accord alors. Après le deuxième tour des élections, et nous savons que le deuxième tour et dans les semaines qui ont suivi, pourriez-vous nous décrire la situation à Abidjan? Oui, je puis en parler. Après le deuxième tour des élections, nous sommes arrivés des élections le dimanche soir. Et l'on nous a dit que le président Laurent Gbagbo a décrété le couvre-feu, qu'il faut rester à la maison. Les gens ont dit, mais nous avons voté, nos bulletins ne sont même pas arrivés à destination. Comment est-ce qu'on peut nous dire de rester chez nous, qu'il y a au couvre-feu? Ceci est louche. À Port-Boued 2, les gens ont dit non, qu'ils vont accompagner
leurs urnes pour que tout le monde sache ce qui s'est passé. Je suis allé là où nous avons voté, arrivé là-bas, nous avons trouvé que les gendarmes étaient venus pour emporter les urnes. Nous avons dit non, vous ne pourrez pas emporter les urnes. Il faut qu'ils les laissent. Ils ont dit non, il faut rentrer à la maison, il y a couvre-feu. Nous avons dit non, nous ne partirons pas, si vous voulez, tuez-nous. L'ONUCI est arrivé et quand l'ONUCI est arrivé, les gendarmes étaient gênés. Les membres de l'ONUCI ont parlé, les gendarmes sont par terre. Une compagnie qui a pris les urnes. Et ils ont pris les urnes du centre social de l'école Palmeret et les urnes de l'école Marché. Ensuite, ils sont allés en chercher à Banco 2 et ces urnes ont été... Vous allez déposer toutes les urnes. Après, je suis retourné chez moi me coucher. Et c'est ainsi que je me suis couché chez moi à la maison. On ne m'a pas demandé de le dire, mais je me demande si vous ne devriez pas ralentir. Je me demande si vous ne parlez pas trop vite. Pourriez-vous ralentir un tout petit peu? Je vais répéter ce que j'ai dit. Après que nous ayons voté le dimanche soir, le président Laurent Gbagbo a décrété un couvre-feu. Il a dit qu'il ne fallait pas que les gens sortent de leur maison. Nous étions dans notre quartier. Là où nous avions voté, nous étions restés sur place. Nous étions là et nous surveillions les urnes. Certains gendarmes sont venus et voulaient emporter les urnes. Nous avons refusé. Nous avons parlementé avec eux. Ils voulaient prendre les urnes par la force. Ils n'ont pas pu. Dans l'intervalle, ils étaient gênés et ils sont partis et nous sommes restés sur place. Ensuite, ceux qui devaient prendre les urnes sont arrivés. Ils ont pris les urnes au centre social, également les urnes de l'école Palmeret, et ils sont partis avec les urnes. Et moi, je les suivais. J'avais une voiture Honda Sport qui m'appartenait, je les ai suivis. Après, ils sont revenus, ils ont pris les urnes de l'école du marché ensuite. Ils sont partis, ils sont allés prendre les urnes du Banco. Nous les avons accompagnés jusque l'on amène les urnes à la CENI, là où la saisie se faisait à Yopougon. Ensuite, nous sommes retournés à la maison. C'est ainsi que les choses ont commencé à Yopougon. Est-ce que vous m'avez compris cette fois-ci? Yes. I'm Oui, là je parle pour le président. Le président, oui, nous avons compris, mais c'est beaucoup plus à l'intention des interprètes. Nous avons compris, mais continuez à ce même rythme, comme dans votre dernière réponse. Monsieur le témoin, je vais tenter de nous focaliser, car je comprends que vous avez certainement beaucoup de choses que vous voulez dire à cette Chambre, y compris des choses que vous n'avez peut-être pas mentionnées dans votre déclaration. Alors, je vais vous demander de, encore une fois, bien écouter mes questions. Et je vais essayer d'être plus précis sans vous suggérer les réponses. Et si jamais, à la fin de votre témoignage, il y a des sujets sur lesquels que
que nous aimerions revenir, nous pourrons le faire. D'accord? Très bien. J'ai compris. Encore une fois, afin de diriger le témoin uniquement. Comment avez-vous été blessé? Et nous reviendrons dans les détails, mais de manière juste tout simplement générale à cette étape-ci. Dans quel contexte avez-vous été blessé? J'ai bien compris votre question. C'est pendant le deuxième tour que j'ai été blessé. Un jour, nous nous sommes... la presse internationale n'était plus accessible. On n'était pas informé, nous n'avons plus accès à France 24. On avait donc l'habitude de rester devant nos maisons et attendre les résultats qui n'étaient pas publiés. Quelqu'un a dit que la radio de l'ONUCI émettait. Ils n'ont pas pu interrompre les émissions, donc nous attendions les résultats en vain. Et un jour, la RTI diffusait des nouvelles et ridiculisait les gens, accusait les gens et tentait de diaboliser les Blancs et à l'effet de dire qu'il voulait remettre le pouvoir à Alassane Ouattara et qu'ils ne vont pas accepter cette situation, et qu'ils veulent protéger leur pays. Donc, nous, on écoutait la radio de l'ONUCI. Un jour, nous écoutions les émissions de la radio ONUCI et j'ai entendu Soro parler. Soro Guillaume, l'ancien premier ministre de Gbagbo, et il nous disait que toute personne qui a voté pour le RHPT, il les a invités à se rendre à la RTI. Et arrivé là-bas, les instructions étaient de lever les mains vides et montrer à Laurent Gbagbo les mains nues et que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous voulons qu'ils reconnaissent que Alassane Ouattara a été choisi comme président. Et ainsi, la paix reviendrait dans le pays, car les populations étaient très fatiguées. Après avoir entendu cette déclaration à la radio ONUCI, nous avions pensé que même cela pourrait ramener Gbagbo à la raison et que si nous manifestions les mains nues, eh bien, Gbagbo nous verrait et changerait de position. Donc, nous avons retenu cela le 16 décembre 2010. Au lendemain, je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis sorti pour arriver au carrefour Silla, où nous avions l'habitude de boire du café noir, ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis rendu à Djamé et j'ai continué en me dirigeant vers le cinéma Liberté. Arrivé à cet endroit, je me suis rendu vers Fraternité et j'ai entendu du bruit derrière moi. Je me suis dépêché pour monter et utiliser le pont piéton. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur le témoin. Et si je le fais, c'est principalement pour la question de l'interprétation.
car évidemment, vous parlez assez... Et ceci peut être difficile pour les interprètes. Dans leurs tâches difficiles, je comprends. Je vais ralentir mon débit. Est-ce que je dois répéter ce que je viens de dire? Pas nécessaire pour l'instant. Je vais vous poser des questions de précision. Et après, nous continuerons là où vous avez arrêté. D'accord? J'ai compris. Alors, vous avez participé, si je comprends bien, à la marche du 16 décembre. Effectivement, nous nous sommes rendus jusqu'à la RTI. Mais nous n'avons pas pu atteindre cet endroit car on nous a tiré dessus. Quand je suis arrivé devant le cinéma en Liberté, j'ai entendu du bruit derrière moi et je me suis dirigé vers Fraternité Matin. J'ai entendu du bruit derrière moi, je me suis dépêché pour emprunter le pont piéton et j'ai regardé derrière moi et j'ai entendu des détonations de grenades lacrymogènes et des policiers habillés en uniforme noir, savoir la CRS était présent. Je n'ai pas parlé, j'ai continué mon chemin. Jusqu'à arriver à Cocody, je suis arrivé lentement, arrivé à un carrefour. J'ai vu un véhicule blindé qui est arrivé et un cargo est arrivé et j'ai vu que les occupants sont descendus. Il s'agissait de gens qui portaient l'uniforme de la garde républicaine. Et là, j'ai continué mon chemin, mais à ce moment, j'ai eu un peu peur. Je me suis demandé ce que les éléments de la garde républicaine faisaient ici. J'ai regardé devant moi, j'ai vu 3 personnes qui s'en allaient. Je les ai rejoints et nous avons continué pour arriver au siège du RDR et nous avons trouvé beaucoup de personnes à cet endroit. Et nous avons échangé des instructions, à savoir que nous ne devons rien faire, nous devons nous rendre au bureau du PDCI les mains nues. Et c'est eux qui représentaient donc la foule. Une fois qu'elle est arrivée, nous nous sommes levés, nous nous sommes rendus au siège du PDCI. Et ensuite, nous nous sommes dirigés vers la RTI. Et les instructions que nous avons reçues étaient de ne rien faire et de ne même pas répondre à la provocation. Ainsi, nous nous sommes acheminés lentement et nous sommes tombés sur un barrage. Donc, c'était une intersection et il y avait une maison où étaient factionnés des gendarmes commandos. Et nous étions déjà arrivés au carrefour et nous avons vu qu'il y avait encore des sacs et avec des commandos armés. Nous nous sommes rendus vers l'ouest
Et nous avons trouvé les CRS qui avaient bloqué la route et derrière eux, il y avait les éléments de la garde républicaine avec des véhicules. Prenons une pause ici. Excuse me, Mr. McDonald. Le juge président, excusez-moi, Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, mon éminent confrère, Monsieur MacDonald, est un conseil extrêmement expérimenté. Et je l'ai déjà vu à de nombreuses reprises auparavant. Et ce n'est pas ainsi que j'ai l'habitude de leur voir interroger un témoin. Et il est important qu'il ait davantage de contrôle sur son témoin et mène le témoin dans sa déposition étape par étape. Si on autorise le témoin à parler de manière continue de cette façon, tout d'abord, il y a un risque qu'il dise des choses que la défense, dont la défense n'avait pas entendu parler auparavant. Et deuxièmement, c'est difficile à suivre. Donc, mon éminent confrère devrait demander au témoin au moins de faire une pause, de mener le témoin dans sa déposition, de le diriger un peu. Le président, me permettez-vous de ne pas être d'accord avec vous? Je pense que le témoin est ici pour dire la vérité, sa vérité. Et je pense également qu'il ne devrait pas être guidé. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté non plus la préparation du témoin qui aurait été une façon de le diriger. Si le témoin parle, il doit pouvoir parler en disant ce qu'il a vu. C'est tout, les faits dont il a été le témoin. C'est tout. Et je pense simplement qu'il appartient au procureur de décider ce qu'il doit faire, comme ce sera le cas pour vous, de décider donc de guider ou ne pas guider le témoin. Mais je pense que les faits sont là, le protagoniste est là, et le témoin parle des faits qui sont intéressants pour lui et de ceux dont il veut parler ici. Maître Oshii, Monsieur le Président, je comprends parfaitement votre position sur ce point. Néanmoins, ce n'est pas la pratique habituelle en ce sens que la défense doit avoir un temps et les possibilités adéquates de se préparer pour cette affaire. On doit nous donner les déclarations à l'avance, ce que le témoin dira à l'avance. Et l'objectif du bureau de l'accusation qui dirige son témoin, je n'entends pas par là le diriger complètement, mais de poser des questions pour la mener à avancer dans sa déposition, c'est pour éviter des situations où il y aurait des éléments de preuve dont la défense n'avait pas entendu parler. Le président, bien, c'est justement ce qui est intéressant à propos d'un procès, c'est que la vérité doit sortir. Et être dite ici. Je ne suis pas, je dois dire, de votre avis. Maître Oshii, très bien, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Procureur. One has to adapt. Le procureur, on doit s'adapter aux témoins lorsque l'on est devant lui ou elle. Donc, je vais essayer de vous interrompre. Interrompre à certaines occasions pour la question des interprètes. Alors, je vais vous demander, et c'est ça, je vais vous demander de continuer là où vous étiez. Et lorsque vous aurez terminé, nous reviendrons au début. Et je vous demanderai des questions de précision. Monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez rencontré des CRS. Alors, si vous pouviez continuer de ce point-là. Nous sommes arrivés au niveau d'un bâtiment, c'était une voie sans issue. Il y avait des gendarmes au commando là, près de ce grand bâtiment. Les gendarmes au commando avaient posé des fusils sur des sacs de sable. Donc, vers la gauche, vers l'est,
Nous sommes allés là, nous avons trouvé que les CRS avaient barré la voie alors que c'est là que nous devions passer. Et en passant par là, on serait arrivé au bureau du PDCI et de là, on serait remonté sur la RT. Arrivé au niveau du carrefour, on a voulu s'approcher. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Nous avons levé les mains. On a dit nous n'avons rien. Et ils ont envoyé beaucoup de gaz lacrymogènes sur la foule qui a paniqué. Donc nous qui étions devant en rang, on ne pouvait plus faire marche arrière. La voie qui va vers l'ouest, nous avons couru pour aller par là. J'ai couru un peu et je suis tombé. J'ai entendu un coup de feu, je suis tombé. J'ai vu que ma jambe était fracturée. Ces personnes. Et le dernier qui était resté, il a dit à leur chef, est-ce que je le tue, je l'achève ou bien on s'en va? Il a dit non, il faut pourchasser les autres. Celui qui est à terre, il est déjà mort, il ne peut plus aller quelque part. Il faut aller attraper ceux qui fuyaient. Et ils sont partis. Et le chef est remonté dans le camion cargo et le camion cargo a démarré. Je suis resté à terre. J'ai tiré ma jambe, j'ai vu que ma jambe était fracturée, l'os était dehors. J'ai levé la tête et j'ai vu qu'un pick-up, une bâchée arrivait et c'était une bâchée aux couleurs de la gendarmerie. Il y avait 4 personnes derrière, il y avait le conducteur avec une personne à ses côtés. Le pick-up s'est arrêté. La première personne qui est descendue a armé son fusil et les 3 autres sont venus et ils m'ont encerclé. Le chef qui était devant, il avait la radio. Eh bien, ils avaient tous l'uniforme des gendarmes commando. Il est venu jusqu'à moi. Il a demandé à ces hommes de me fouiller. Ils m'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Il a dit, même s'ils trouvent des gris-gris sur moi ou bien un couteau, une arme blanche qu'ils me tuent, ils m'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, on n'a rien trouvé. Donc, il leur a demandé de voir si je n'avais rien jeté dans les environs. Je suis tombé là, je ne savais pas ce qu'il y avait dans les environs. C'est Dieu qui m'a sauvé. Ils ont fouillé, regardé, ils n'ont rien trouvé. Donc les hommes sont revenus, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Le chef m'a demandé quel était mon nom, j'ai dit mon nom. Il m'a dit que j'ai déjà dit mon nom. Il sait qui je suis, il connaît mon ethnie. C'est là qu'il m'a dit qu'est-ce que Alassane Ouattara nous donne pour que nous décidions de nous sacrifier pour Alassane Ouattara. Je lui dis, Alassane Ouattara, en fait, ce n'est pas une affaire d'Alassane Ouattara, c'est une affaire du pays. Et celui qui était là, le troisième, il m'a giflé à l'oreille gauche. Jusqu'à présent, je n'entends plus. Ils m'ont frappé beaucoup. Et quand j'ai tenu ma cuisse, ils ont su que j'avais mal. Ils ont appuyé sur la fracture avec le pied. Et je me demandais comment je pouvais survivre. Je suis resté là. Leur chef qui avait la radio en main, et la radio, quelqu'un a parlé sur la radio. Il s'est écarté, il a écouté le message et il a couru pour entrer dans la bâchée, dans le pick-up. Il a demandé aux autres de venir pour qu'ils partent. Les 3 autres m'ont laissé, ils sont montés dans le pick-up. Et l'un des hommes a demandé au chef s'il faut m'achever. Il a dit non, venez, on va partir. Il est déjà fini, il ne pourra plus rien faire. Et il est allé monter dans le pick-up.
Et il m'a dit après qu'il reviendrait pour m'achever. C'est ainsi qu'ils sont partis. Je suis resté donc à terre. J'ai tiré ma jambe pour la rapprocher de moi. J'ai levé la tête. J'ai vu un autre véhicule qui arrivait. Ce véhicule est arrivé à mon niveau et c'était un véhicule de la Croix-Rouge. Ils sont descendus, ils sont venus à moi, ils m'ont demandé si j'étais seul. J'ai dit oui, ceux qui étaient tombés sur le bitume, sur la route, ils les ont emportés, je suis seul ici. Ils ont regardé ma jambe, la ceinture que j'avais, ils l'ont enlevée, ils ont fait un garrot et ils ont vu que quelqu'un qui courait devant est tombé. Ils lui ont demandé s'il pouvait venir, il ne pouvait pas. Ils sont allés le chercher, ils l'ont amené. Quand ils sont arrivés avec lui, ils ont donc acheté ma jambe avec la ceinture, ils ont déchiré mon pantalon, ils ont fait un garrot en bas jusqu'à arrêter l'hémorragie. Celui qui est arrivé était blessé au visage. Ils ont demandé s'il y avait d'autres personnes blessées dans les environs. Personne n'a répondu. Ils ont appelé. En fait, personne n'a répondu. Ils m'ont pris, m'ont mis dans le véhicule. Ils m'ont mis dans le véhicule avec l'autre blessé. Nous avons démarré et nous sommes arrivés à un barrage civil. Monsieur le témoin, Oui, écoute. Mais là, et avec la permission de la Chambre, I think it's I 11:05. would propose Le président, je pense qu'il est 11h05. Monsieur McDonald, je proposerai avec votre autorisation que nous faisions une pause maintenant. Le président, oui. Bien, nous voulons de travailler 1h30. Cela nous amène maintenant à la pause. Monsieur le témoin, donc vous allez également bénéficier d'une demi-heure de pause. Entre-temps, pendant cette pause, je vais demander à la sécurité de prendre les noms des journalistes et des médias dans la galerie pour des raisons de sécurité, bien entendu, et pour la sécurité et le bien-être du témoin. Donc, l'audience est suspendue jusqu'à 11h35.